Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Jean-Yves, aujourd'hui on va s'attaquer aux élections qui ont eu lieu en Roumanie. Enfin, le second tour a eu lieu et ces élections ont été secouées par des ingérences qui sont d'ailleurs dénoncées par le directeur de Telegram, Pavel Durov. On reviendra également sur un rapport qui dénonce l'entrisme des frères musulmans en France. Il y aura les habituelles pastilles de l'information également qui nous accompagneront. Et puis, le portrait piquant en fin de cette émission. Si ce n'est pas déjà fait, je vous le rappelle, comme d'habitude, vous le savez, il faut cliquer sur le pouce en l'air pour aider cette émission à être propulsée par l'algorithme de YouTube. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça aide également l'algorithme. Puis vous pouvez la partager, là, carrément, ça aide le nombre de vues que cette vidéo fera. Et puis, ça va aider ceux à qui vous l'envoyez naturellement. N'hésitez pas également à vous abonner sur la cloche à la chaîne YouTube de TVL pour être informé de chacune de nos vidéos. Et puis, si vous êtes prêts, on va y aller. L'image de la semaine, je vous le disais, c'est Pavel Durov et le patron de Telegram, Jean-Yves, qui a tenu des propos chocs. On va replacer tout ça dans un contexte. En Roumanie, ça y est, le deuxième tour a enfin eu lieu. Il y a eu la victoire de Nicu Șordan, donc le candidat pro-européen. D'ailleurs, le monde... Pro-Union européenne. Pro-Union européenne, exactement. Pro-Union européenne, pas pro-européen. Le monde nous dit que c'est sa victoire face à l'extrême droite pro-russe, et là, ça vous interpelle, je pense que vous avez un petit commentaire à faire. Oui, simplement parce que Simeon, il siège dans le groupe ECR au Parlement européen. Le groupe ECR, c'est le groupe de Giorgia Meloni, qui n'a absolument pas soutenu la Russie dans la guerre avec l'Ukraine. Donc dire qu'il est pro-russe, il n'appartient pas à un groupe pro-russe. Il n'est peut-être pas complètement soumis à von der Leyen, mais il n'appartient pas à un groupe pro-russe. C'est un mensonge. Alors l'Union, elle parle d'un soulagement dans le camp pro-européen, mais qu'il n'y a pas d'état de grâce. Et le Figaro nous amène à nouveau, c'est le retour des ingérences dans la présidentielle en Roumanie. Et eux reviennent justement sur les ingérences dénoncées par M. Pavel Durov. Emmanuel Macron, lui, parle de manipulation et non pas d'ingérence, mais de manipulation. Et il est très satisfait de la victoire de l'Union européenne et donc du candidat plus proche de ses idées. L'AFP, et vous allez voir, c'est intéressant également, elle parle d'un retournement spectaculaire comparé au premier tour. Et là, c'est interpellant, Jean-Yves. Effectivement, l'AFP parle d'un retournement spectaculaire. France Info parle d'une victoire miraculeuse. Alors, à quoi est-ce dû ? Est-ce que c'est dû à une mobilisation particulièrement forte des adversaires du candidat arrivé en tête, Simeon ? Est-ce que c'est dû à une petite opération de fraude électorale complémentaire? Je ne sais pas, il est permis de se poser la question. Oui. Les miracles électoraux, il faut toujours s'interroger. Il faut toujours s'interroger, vous allez voir, on va venir enfin ensuite aux propos de M. Pavel Durov qui lève... qui lève le voile sur tout ça. En tout cas, on est en plein dedans, c'est l'actualité en ce moment. Le candidat Georges Simeon accuse la France d'ingérence et demande l'annulation de la présidentielle. En cela, il se base effectivement donc sur ce dont je vous parle depuis le début de cette pastille, sur Pavel Durov qui dénonce le fait que lui a été approché en tant que directeur de Telegram par un gouvernement, au début il disait d'Europe, mais il donne une indication assez claire, un emoji baguette qui dit donc oui baguette, c'est vraiment la France d'Émilie in Paris du moins, et il dit qu'on lui a demandé de faire taire les voix conservatrices en Roumanie pour influencer l'élection présidentielle qui a eu lieu, qui a d'ailleurs été très compliquée puisque cela fait suite aussi à l'annulation du premier tour avec Calin Georgescu qui ensuite a été écarté et interdit de se représenter. Virginie Rogeron a repris cette information du patron de Telegram. Elle rappelle d'ailleurs que Pavel Durov
avait été arrêté en France, en atterrissant en France en août dernier. Il avait été arrêté et il a subi un interrogatoire. Benjamin Haddad dit que c'est scandaleux de la part d'une députée RN de relayer et d'amplifier cette opération de désinformation contre la France, puisque M. Pavel Durov attaque directement la France. Et il dit « Nous avons clairement démenti cette fake news, mais le RN est du côté de ceux qui veulent nuire à notre pays ». Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire sur le personnage. Deux commentaires. D'abord, ce personnage, Benjamin Haddad, il a été financé, payé avec de 15 à 20 000 euros par mois pendant des années par l'Atlantic Council, qui est un faux-nez de la CIA. Donc par conséquent, il est absolument pas qualifié pour parler des intérêts de la France. Il sert des intérêts étrangers et même les intérêts du lobby militaro-industriel américain, point barre. Deuxième chose à voir, Pavel Durov, c'est le patron effectivement de Telegram, donc une messagerie cryptée que nous utilisons tous les uns ou les autres, et l'objectif du gouvernement français est de faire sauter le cryptage, d'accéder au cryptage. Alors avec des arguments, c'est utilisé par les gangsters, c'est utilisé par les terroristes, c'est utilisé pour la pornographie infantile. Pavel Durov a dit d'ailleurs, en fait on m'a un peu parlé de terrorisme, mais pas du tout de pornographie infantile. C'est pas ça qui les intéresse. Ils se servent de ça comme prétexte pour obtenir la clé de chiffrement et contrôler l'ensemble de la population. Voilà, c'est ça l'objectif. Et jusqu'ici, Pavel Durov a résisté. C'est un homme qui avait quitté la Russie pour pouvoir s'exprimer librement et avoir une messagerie libre. Eh bien, malheureusement, il a quitté la Russie pour un pays qui n'est pas plus démocratique, qui l'est même peut-être un peu moins, qui s'appelle la France. Voilà la réalité. Malgré ces voix qui se sont élevées en France, et on verra après, France Diplomatie a renié et a dit que c'était des accusations totalement infondées, Pavel Durov, lui, a maintenu fermement son propos. Il parle même d'un nom, très spécifiquement, du renseignement et de l'intelligence en France qui l'a approché. Il s'agit de Nicolas Lerner, le patron de la DGSE. Là, Jean-Yves, vous avez aussi quelque chose à nous dire. Il y a deux services de renseignement en France, donc des services de renseignement qui utilisent des méthodes d'infiltration et de pression. Il y a la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est un peu une police politique intérieure, et il y a la DGSE, la Direction Générale des services extérieurs, qui, elle, opère à l'étranger et fait donc des opérations à l'étranger, des opérations d'influence à l'étranger. C'est un peu son métier de faire ces opérations d'influence. Quand France Diplomatie nie que la France a fait de l'influence, bah oui, la France a fait de l'influence sur une élection étrangère en Roumanie, mais elle a des services pour ça, si j'ose dire. Alors France Diplomatie qui a d'ailleurs une communication qui me semble aussi brillante, je pense, que la communication du compte Twitter Élysée, c'est-à-dire se justifier et donc avoir tort d'une certaine façon. Elle parle d'ingérence numérique et financière bien réelle de la part d'acteurs liés à la Russie. Elle en parle donc au 18 mai, mais il y a plusieurs semaines de cela, le service public avec envoyé spécial a mené l'enquête sur ces fameuses ingérences russes, et voilà ce qu'ils en disent. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et semblerait-il cela venait du parti qui était au pouvoir en Roumanie. On écoute ça tout de suite. D'autant que les dernières révélations de ces journalistes fragilisent encore un peu plus les soupçons d'ingérence russe. Leur découverte est la dernière surprise d'une histoire qui n'en manquait pas. On n'a pas de preuve claire d'une ingérence russe. En revanche, on a clairement la preuve qu'un parti politique au pouvoir a payé une campagne sur TikTok pour promouvoir Călin Georgescu. On a la preuve que le Parti national libéral a payé près de 300 000 € pour cette campagne de promotion sur TikTok. Selon leurs sources, le Parti libéral aurait donc financé la campagne TikTok de Călin Georgescu via une agence de communication basée en Angleterre. Campagne pointée par les services de renseignement. On a tous l'impression d'avoir été manipulés.
Alors Jean-Yves, qu'est-ce que vous pensez de ces révélations d'envoyé spécial, d'ailleurs dans un média du service public Qu'est-ce que je pense, c'est qu'il y a manifestement eu beaucoup de manipulations dans les élections roumaines, dans les premiers tours, dans les deuxièmes tours. Bon, et moi je suis inquiet d'un certain point de vue pour les élections françaises en 2027. Et je pose une hypothèse, s'il y avait un deuxième tour, les deux candidats arrivés en tête, c'était Mélenchon et Bardella, est-ce que le deuxième tour aurait lieu? Ou est-ce que le Conseil constitutionnel dirait, un peu à la mode roumaine, non, dans ces conditions, c'est pas possible, le choix n'est pas suffisant, il y a eu des troubles, il faut refaire l'élection. Voilà. Je crois qu'il faut être inquiet sur le système, la pérennité de notre système démocratique quand on voit ce qui se passe partout en Europe, en Roumanie, en Allemagne, en Angleterre, etc. Jean-Yves, ça y est, un rapport choc vient de tomber, nous dit Le Figaro. 73 pages documentées par les services du renseignement qui brossent le tableau édifiant d'un pays miné de l'intérieur, miné par les frères musulmans qui voudraient instaurer la charia en France. C'est le rapport déclassifié qui a été dévoilé par Le Figaro. Tout le monde s'intéresse de savoir ce qu'il y a dedans. Public Sénat reprend l'info, tout le monde a repris. Jean-Yves, est-ce que ça vous étonne, cette information qui sort là maintenant, alors qu'en fait on en parle depuis très longtemps? Alors, je crois qu'il y a vraiment un grand sens du calendrier de la part de M. Retailleau. Ça sort par Le Figaro, donc c'est parti effectivement du ministère de l'Intérieur vers Le Figaro. Juste après son élection à la tête des Républicains. Juste après son élection à la tête des Républicains, et au moment, ça n'a pas été vu, au moment où sort un décret, le 21 mai, qui élargit de manière importante la liste des métiers dits sous tension qui permettent les régularisations. Donc, on a une opération qui va élargir l'immigration, augmenter le nombre d'entrées d'immigrés dans les mois qui viennent, mais dans une opération d'enfumage, on braque le projecteur sur la question des frères musulmans, qui est un réel problème, mais qui est lié au fait que plus il y a de musulmans en France, ils ne sont pas tous frères musulmans, et plus il y a de musulmans en France, plus il y a de frères musulmans, c'est assez simple. Et puis alors, le rapport est peut-être choc, mais les mesures derrière, on ne voit pas très bien lesquelles, et il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qui se fait depuis maintenant près de 40 ans, puisque M. Joxe, en 1990, avait créé le CORIF, le Centre de réflexion sur l'islam. M. Sarkozy a créé le CEFSEM, le Conseil français du culte musulman. M. Darmanin a créé le FORIF, le Fonds d'observation. Enfin bref, on passe son temps à créer des structures. Depuis 40 ans, on attend les résultats. Oui, alors ça a permis un deuxième scénario, c'est celui de Macron qui recadre sévèrement son gouvernement qui est trop dur avec les musulmans. Il a dit « On ne peut pas donner l'impression que tous nos compatriotes musulmans sont des agents d'influence des frères musulmans ». Ça a permis dans un second temps une opposition médiatique à ce rapport par Mediapart qui dit que c'est la grande instrumentalisation, ce rapport sur les frères musulmans. Libération qui dit « Il n'y a pas d'agenda caché pour instaurer un califat en Europe ». Et on a également une petite intervention de Jean-Michel Apathy qui est assez révélatrice. On l'écoute tout de suite. Il dit presque ce que vous dites, en fait, que ça tombe de façon opportune et que c'est de l'enfumage. Si vous voulez, ce qui est quand même intéressant, c'est le fait que l'agenda médiatique sert derrière des agendas politiques, voilà, et qu'une affaire, c'est... Vous savez, on attire l'œil d'un côté pour faire passer autre chose, quoi, voilà. Moi, ce que j'en retiens quand même, c'est la conjonction des dates. On élargit les régularisations, mais on dit attention, il y a des frères musulmans. Ben oui, mais on risque d'en faire venir davantage encore, voilà. Il y a place maintenant au passif de l'information.
vous parler des communautés sur lesquelles parfois on braque un projecteur. Et justement, ces communautés, il arrive qu'elles se mobilisent et vous allez voir, elles changent les tours de certaines élections, des élections parfois de moindre importance. Et je vous propose d'étudier un peu le cas de l'Eurovision. L'Eurovision, c'est un concours maintenant de chant qui est incontournable, qui a un poids manifeste. Il y avait 5,28 millions de personnes en moyenne qui ont regardé ce concours en direct jusqu'à 1h10 du matin. Donc c'est une moyenne quand même très haute pour un concours qui va jusqu'à tard dans la nuit. Il y a même eu un pic à 7,76 millions de personnes qui regardaient, en France, j'entends, sur France 2, au moment du titre de Louane qui s'intitulait Maman. Louane qui est arrivée en 7e position. Ce n'est pas elle qui va nous intéresser particulièrement, c'est la seconde au classement, la candidate israélienne, dont le Parisien nous dit que c'est un coulisse d'une incroyable remontada de la candidate israélienne grâce au vote du public. Et justement, cette candidate, elle avait posé plusieurs soucis. Elle avait déjà interpellé l'Espagne, qui notamment avait demandé son exclusion du concours de l'Eurovision, au titre que la Russie était exclue du concours cette année, et que Israël, comme ils sont actuellement en train de bombarder la bande de Gaza, que c'était qu'on pouvait faire un parallèle entre la Russie et l'Ukraine. Donc ils avaient déjà demandé cette exclusion-là. Et maintenant, l'Espagne et la Belgique demande de recompter les voix. Et figurez-vous qu'une personnalité politique aussi s'est bien engagée sur le sujet. Il s'agit de Manon Aubry, qui demande que la France demande également un recompte des voix, parce que cette candidate israélienne, justement, elle a obtenu un soutien absolument massif du public. Elle a obtenu 297 points du public contre 6 points seulement de la part du jury professionnel. Carrément, le directeur du concours Eurovision est entré dans la danse pour dire « mais pas du tout, Israël n'a pas manipulé les votes lors de l'édition 2025. Nous avons un système de vote qui est considéré comme l'un des plus sophistiqués au monde, avec des processus de vérification avancés, des mécanismes de sécurité, blablabla. En tout cas, qu'il y ait eu un regroupement des voix ou pas, elle est remontée de façon assez spectaculaire. Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire à faire là-dessus. C'est encore une manipulation des élections. Non, pas forcément. Dans les élections, il y a plusieurs phénomènes. Une élection, ça se gagne par mobilisation différentielle. C'est-à-dire, si un groupe se mobilise plus que les autres, eh bien, il a tendance à l'emporter. Et évidemment, les communautés minoritaires, elles peuvent se mobiliser davantage que les autres. Au cas particulier, il semble que ce soit la communauté favorable à Israël, soit parce que c'est une partie de la communauté juive, soit parce que c'est des gens qui sont hostiles, je dirais, par principe aux Palestiniens ou aux musulmans de manière plus générale, donc qui se sont plus mobilisés. Est-ce qu'il y a eu en plus derrière des manipulations électorales ? J'en sais rien. On peut toujours se poser la question. Mais les communautés, ça fonctionne. Ça a fonctionné dans ce cas-là. Vous avez d'autres exemples à nous fournir. Mais oui, exactement. Alors, on peut Floriane. rappeler la victoire du chœur de Saint-Cyrien qui s'était présenté à la France à un incroyable talent. C'était en 2021, si je ne m'abuse. Et en 2020, à moins que ce ne soit l'inverse, c'était la famille Lefebvre qui chantait tous en famille catholique, en famille nombreuse, qui avait remporté également ce concours. Comme quoi, la mobilisation communautaire, ça marche, et je pense qu'on peut en tirer des conclusions assez positives finalement. C'est si on arrive à faire de même, nous, les communautés existent. Alors là, au cas particulier que vous citez, c'est la communauté, on va dire, catholique conservatrice, pour faire simple. Et donc, chacun joue un peu son jeu, ça fait partie c'est pas du un jeu hasard, précisément. D'ailleurs, si Mélenchon drague très fermement la communauté aussi palestinienne musulmane, c'est aussi un intérêt électoraliste. Alors là, c'est pas un concours de chant, mais alors pour Mélenchon, c'est extrêmement important parce que il part avec, si on prend la part de l'électorat musulman qui s'apprête à voter pour lui, ça lui fait un socle de départ électoral, une base de départ électoral de 7 à 8%, ce qui est quand même considérable, puisque après il va rajouter d'autres couches parmi les urbains, parmi les profs, parmi les syndicalistes, etc. Mais il part avec
ce vote communautaire, là en l'occurrence musulman, il part avec un avantage de 7 à 8%. Voilà, c'est comme ça. Mais il l'a mobilisé lui aussi par des moyens. Ce qui fait qu'il choque l'opinion, c'est ce qui fait qu'il gagne cet électorat-là. Vous n'êtes pas passé à côté de cette information. En ce moment, c'est le Festival de Cannes et un personnage très médiatique qui a déjà fait plusieurs sorties, on va en écouter plusieurs. Mathieu Kassovitz a déclaré que les Français de souche, ça n'existait plus. Je vous propose d'écouter un peu cet extrait et la réaction ensuite de Charlotte Dornelas sur CNews. Il n'y a plus de Français de souche, ça n'existe plus. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Et voilà, on fait partie de cette énergie-là. Charlotte Dornelas. Médiocrité. Eh bien, en fait, chacun son métier, quoi. Faut pas qu'il essaye de faire de la philosophie, puisque c'est vraiment la catastrophe. C'est d'une confusion ahurissante, son propos, déjà, pour commencer. Et ensuite, il nous explique que, donc, on a du mal à intégrer, on est les plus racistes, et d'ailleurs, on doit se réjouir d'être le pays le plus intégré. À quoi? On ne sait pas. Désintégré, à mon avis, serait un mot un peu plus adéquat à ce qu'il nous explique, puisqu'il nous explique qu'en fait, on est extrêmement intégré parce que nous ne sommes plus rien. C'est original comme propos, c'est vraiment très original. Donc c'est un mélange de tout, on ne sait pas très bien identifier. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il reste suffisamment de Français de souche pour les traiter de racistes du matin au soir. Il y a eu quand même plusieurs réactions dans la presse qui a repris ce propos de Mathieu Kassovitz. Il faut rappeler qu'il est un peu coutumier de ce genre d'accrochage. Il avait tenu un propos très intéressant, vous allez le voir, à la veuve Monguillot, cette femme dont le mari a été tabassé à mort alors qu'il était conducteur de bus. On l'écoute tout de suite. Tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Et je suis encore désolé de parler de ça. Je suis désolé. Ce qui est arrivé à votre mari, malheureusement, va arriver à quelqu'un d'autre. Parce que la société est faite comme ça. Oui. C'est pas un champion de métier. Alors son père a déclaré au monde quelque chose quand même d'assez intéressant. L'histoire de mon fils, je cite, l'histoire de mon fils, c'est celle d'un type qui aurait voulu être un grand noir alors qu'il est un petit juif blanc. Voilà. Pierre-Édouard Stérin était de nouveau convoqué devant les députés et il est de nouveau porté absent. Il réclamait, lui, une convocation à un visio qui ne lui a pas été accordée, donc il n'est pas venu. Il est intervenu dans le même temps sur CNews pour dénoncer cette convocation qui le met en danger, mais surtout cette convocation qui permettait aux deux rapporteurs de cette commission de se faire mousser, puisqu'il s'agit d'Antoine Léaumont et Thomas Cazenave. Donc on a un macroniste et un député LFI qui devait l'interroger et le soumettre à la question. L'Humanité a fait toute une série d'articles qui est vraiment très intéressante. Face au mépris de Stérin, les députés saisissent le procureur de la République. Et oui, quand même, ça va aller très très loin, vous allez voir. Stérin qui avait déclaré « J'ai décidé de consacrer 5% de mon temps et de mon patrimoine à des sujets politiques afin de diffuser des idées de droite au sens large », ça les énerve. L'Humanité a fait 25 articles sur moi, donc l'Humanité reprend, et d'ailleurs met un lien pour qu'on puisse aller voir si jamais il y a bien 25 articles. Alors il y en a 20, bon, c'est quand même beaucoup, je trouve. C'est de la fascination un peu toxique, là, je pense, à ce stade. Et d'ailleurs, l'Humanité ajoute qu'il rajoute des camouflets et des insultes en parlant de l'Humanité. Alors, bon, là, les insultes, c'est que M. Stérin les a traités de clowns. Moi, j'aurais dit des clowns militants en plus, donc c'est quand même pas dramatique. Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire à faire à ce stade. Si vous voulez, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la gauche et l'extrême gauche vivent avec des milliards et des dizaines de milliards de subventions versées aux associations de gauche et d'extrême gauche et versées aux syndicats. Donc ils ont des dizaines de milliards d'argent public. Et au fond, ce terrain veut mettre quelques millions sur son patrimoine personnel, sur ses revenus personnels tirés de son patrimoine, au service de la droite. Et ça, c'est considéré comme scandaleux, alors que c'est de l'argent privé et que c'est pas du tout à la même échelle que l'argent public. Malheureusement, c'est assez efficace. Vous avez dans la région de Moulins un groupe qui veut organiser un spectacle de type Puy du Fou, un petit spectacle de type Puy du Fou avec des bénévoles. Eh bien, ils ont bénéficié d'un petit soutien de ce terrain. Ils ont été dénoncés par la gauche, l'extrême gauche, Mediapart et les mairies en place, y compris les mairies
LR ont pris peur. Voilà. Et donc, l'intimidation de la gauche et de l'extrême gauche est malheureusement efficace. Alors, il y a M. Stérin, il a reçu un soutien un peu étonnant. Je vous propose de réécouter M. Apathy dans Quotidien et ce qu'il en dit. Est-ce que ça n'est pas abusif de faire des commissions d'enquête sur les conditions dans lesquelles s'organise la droite ? On est en démocratie quand même. Il fait ce qu'il veut, ce terrain, avec son pognon. Hein. Moi, je suis choqué qu'il paye les impôts en Belgique. Mais s'il ne veut pas répondre à des gens qui lui disent « Non, mais pourquoi est-ce que vous aidez la droite à se constituer ?» Quelle est la légitimité de la question ? La gauche fait ce qu'elle veut, la droite fait ce qu'elle veut. Plutôt que de prétexter des soi-disant menaces pour sa sécurité, Sterren devrait dire ce qu'il pense. La commission n'est pas légitime. Voilà. Bon, c'est la deuxième fois que vous êtes d'accord avec Jean-Michel Alors là, Apathy, franchement, c'est un immédiat marqué d'une pierre blanche 2 fois Apathy. Bon, voilà. Apathy revient, tout est pardonné. Alors, Jean-Yves, et on peut faire une autre comparaison avec un personnage qui ne s'était pas rendu à une commission d'enquête parlementaire. Il s'agit d'Alexis Collère. Alexis Collère qui d'ailleurs a beaucoup moins d'articles sur l'humanité que M. Stérin. Et il en a 5 ou 6 quand M. Stérin en a 20 depuis février. Donc il ne s'était pas rendu à la commission d'enquête suite au scandale des eaux en bouteille qui continue à faire parler de lui encore aujourd'hui. Là, Stérin fait preuve de mépris, mais M. Collère, lui, avait, je cite, décliné. C'est comme si c'était une invitation, en fait. Donc on ne sait pas. Il y en a qui sont autorisés, il y en a d'autres qui sont pas. Le choix du vocabulaire est tout à fait symptomatique. Collère, secrétaire général de l'Élysée. Oui. Plus proche collaborateur de Macron. Le deuxième cerveau de la Macronie, comme certains l'appellent. Ceci étant, ça pose quand même un vrai problème, puisque le président n'est pas directement contrôlé par le Parlement. Est-ce qu'on peut contrôler son principal collaborateur ? Donc vous voyez, je pourrais même aller jusqu'à défendre Collère au cas particulier. Voilà. Oui, bon, qui est parti du gouvernement et qui s'est bien retrouvé une place au chaud. Ne nous inquiétons pas du tout pour lui. Numéro 2 de la Société Générale. Après toutes les belles informations qu'il a pu récolter au gouvernement. Yael Braun-Pivet avait dit que c'était grave que M. Stérin ne vienne pas pour toujours faire ce petit jeu des comparaisons. Elle n'a jamais rien dit pour M. Collère. Voilà, il faut ajouter aussi que sur France 2, le 20 mai, il y a eu un reportage de 8 minutes 22 sur M. Pierre-Édouard Stérin, pendant qu'on ne parlait que 2 minutes 30 du rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Voilà, décidément, il y a des sujets qui intéressent plus nos médias que d'autres. Bernard Arnault s'est payé le journal Le Monde. C'est assez drôle, je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. Qui ne sont pas des journaux néo-marxistes, loin de là. Je ne suis pas M. Dreyfus, donc je ne défendrai pas le Monde, mais on ne peut pas l'accuser d'être... voilà. Il n'est pas marxiste. Non, voilà. Il est plutôt LFI. Non, je vous laisse. Alors là, je vous laisse mettre de ces propos-là. C'est une révélation, en tout cas, que vous nous faites. Et effectivement, la question n'est pas de cibler LVMH par rapport à d'autres. Ce qu'il y a de mieux dans le monde, c'est le mot croisé. Non. Je vous laisse mettre de ces propos. J'en reviens. Donc, à propos d'enquête parlementaire, cette fois-ci, celle-ci a lieu au Sénat, Jean-Yves. C'est drôle quand même. Bon, il ne faut pas oublier quand même que M. Bernard Arnault, il vit lui aussi une histoire d'amour avec M. Macron. C'est lui qui a, entre autres, permis de l'élire en lui prêtant ses médias et beaucoup de leviers d'influence, dont notamment son gendre aussi, Niel, qui est également propriétaire de médias. Et Bernard Arnault qui habille Brigitte Macron pour chacun de ses déplacements avec LVMH en lui prêtant des tenues Louis Vuitton. Voilà, bon, il fallait le souligner. Il y a des gens bien élevés qui ne font pas de vagues et qui
paye pour les autres, vous allez voir. Des contrôleurs, ça y est, on a la confirmation officielle et c'est en train de sortir dans la presse. Les contrôleurs verbalisent aux faciès, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Ils verbalisent les faciès qui, semblerait-il, ont la possibilité de payer, se promènent avec une carte bleue sur eux et surtout des documents d'identité fiables pour pouvoir leur envoyer l'amende le cas échéant au bon endroit. On nous dit que 10% de la recette globale des amendes dressées par les équipes est réglée sur place et que par ailleurs ils touchent des primes pour, si jamais ils verbalisent vraiment bien, ils touchent des primes qui peuvent aller jusqu'à 500 € par mois. Hein. C'est quand même pas rien, ça met un peu de beurre dans les épinards. Et donc on a un ancien contrôleur qui est actuellement d'ailleurs qui attend un procès au prud'homme pour licenciement abusif parce qu'il a été licencié suite à ces révélations, qui a confirmé au JDD ces informations. Willy Laude, qui revient d'ailleurs sur une ancienne histoire parce qu'on parle beaucoup de fraude et donc de lutte contre la fraude en ce moment de la RATP, mais ce dont on ne parle pas, c'est qu'il y a d'autres types d'amendes qui peuvent être mises en place. Et récemment, une jeune fille en a subi les conséquences. Elle se promenait avec une plante verte dans le métro, qui était un peu grande, certes. Elle est juste rentrée dans les couloirs et là, paf, une agent lui a foncé dessus. Une amende de 150 €. Pas de bol, cette dame bossait dans la presse. Ses collègues ont fait un article, l'ont interviewée. L'affaire a pris de l'ampleur sur Twitter. L'amende a finalement été annulée par la RATP. Mais c'est pour vous dévoiler un peu l'ampleur du scandale. C'était une petite blanche, quoi. Le profil idéal, quoi. Ça s'appelle l'anarcho-tyrannie. On laisse l'anarchie, on laisse les fraudes massives avec ceux qui de toute façon ne paieront pas ou ne peuvent pas payer, et on réprime ceux qui ont pu commettre une erreur ou un oubli et sous un prétexte artificiel, on leur tape dessus. Ça, c'est le côté tyrannie. Anarchie, tyrannie, anarcho-tyrannie. Il faut dire que les jobs délation et répression ont décidément la côte actuellement dans notre pays. C'est bien dommage que le délit d'outrage coûte si cher, 7 500 €. On ne peut pas se permettre de leur dire grand-chose, mais ce n'est pas l'envie qui manque. Et pour conclure ces pastilles de l'information, je vous propose de regarder, vous savez, la semaine dernière, on vous parlait de cette tentative d'enlèvement en pleine rue qui avait eu lieu. Eh bien, le père de la victime qui a failli se faire enlever et avec son compagnon qui a été largement tabassé en pleine rue, a réagi. Il était interrogé par Apolline de Malherbe qui est un peu mal à l'aise, vous allez voir, c'est ce qu'elle dit. J'espère juste que ce ne sera pas un juge qui est au syndicat de la magistrature, puisque leur laxisme nous met tous en danger. Et du coup, ils risqueraient de se retrouver en liberté sous bracelet électronique. Là, vous faites de la politique. Il y a plein de gens qui n'hésitent pas à mettre en danger, à mettre des cibles sur les entrepreneurs. Donc, même être entrepreneur en France aujourd'hui, quand j'entendais une syndicaliste sur votre plateau il n'y a pas longtemps, ce sont des gens qui mettent des cibles sur les riches, sur les entrepreneurs, avec une rhétorique marxiste des années 70. Je pense que ce sont les mêmes qui font des trafics de drogue. Ce sont les mêmes qui font du proxénétisme. Les enlèvements sont une ligne de business. Et d'où il faudrait pouvoir détacher, au moins temporairement, une protection des personnes. Mais le problème, c'est que si on en arrive là, on est en train d'essayer de sécuriser l'enfer. C'est très intéressant, Apolline de Malherbe, parce qu'on voit qu'elle veut l'empêcher de dire des choses qui sont au-delà des convenances du politiquement correct. Implicitement, elle lui dit « vous n'avez pas le droit de dire ça ». Et il continue, il reprend, il ne se laisse pas intimider. Et à la fin, elle est mal à l'aise parce que, de son point de vue, elle a mal contrôlé l'antenne. Elle a laissé filer des choses qu'on ne doit pas dire. Sur BFM TV, en plus. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission bien dense mais nécessaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-Yves d'avoir été parmi nous. Chers téléspectateurs, si ce n'est pas déjà fait, mais si vous l'avez fait, merci de penser à cliquer sur le pouce en l'air, nous laisser un commentaire et puis éventuellement à partager cette émission. On ne se quitte pas sans vous annoncer le portrait piquant de cette semaine qui est consacré à Monsieur Régnier, le directeur général de Fondapol, la fondation pour l'innovation politique. Jean-Yves, vous avez un commentaire à faire sur ce portrait piquant ? Oui, parce que c'est quelqu'un qui vient d'un monde assez conforme, universitaire et proximité avec LR, et qui dit vraiment des choses intéressantes, qui fait vraiment des études intéressantes. Donc je pense que ça vaut le coup de regarder son portrait. Et puis pour une fois, c'est positif. Exactement. D'ici là, portez-vous bien et à très vite sur TVL.
Les universitaires sont parfois journalistes. C'est le cas de Dominique Régnier, progressiste et libéral, mais en évolution. Très présent dans les médias, Dominique Régnier est un habitué des think tanks. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, il a été longtemps le chantre de la construction européenne fédéraliste et du libéralisme. Parfois critique du populisme, il constate néanmoins sa prégnance et l'existence d'un populisme patrimonial, indice d'une réelle évolution idéologique. Né en 1960 à Rodez, Dominique Régnier est diplômé de Sciences Po Paris en 1983. Il y soutient son mémoire de DEA ainsi qu'une thèse de doctorat. Il est également agrégé de sciences politiques. Depuis 2008, il est le directeur général de la Fondapol, ce think tank qui se définit comme, je cite, « libéral, progressiste et européen », a longtemps été considéré comme la boîte à idées de l'UMP avant de s'en éloigner. À l'automne 2015, il est tête de liste sous les couleurs de l'UMP aux élections régionales dans le Languedoc-Roussillon. Élu, malgré le peu de soutien de l'UMP local, son élection sera ensuite invalidée. Il sera professeur à Nice, puis à Sciences Po, où il a dirigé l'Observatoire interrégional du politique et le 3e cycle de marketing. Il y a également été directeur de DESS. Expert auprès de la Commission européenne, il est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et chercheur associé au CEVIPOF. Journaliste au Figaro, chroniqueur à la rubrique Analyse et sondage, il sera remplacé par Patrick Buisson. Il sera ensuite surtout présent dans la rubrique Opinion. Nombreuses, très nombreuses contributions au Figaro, à Libération ou au Monde. Il a animé entre 2011 et 2012 une chronique sur France Culture, Le Monde selon Dominique Régnier. Il est l'invité récurrent de l'émission d'Yves Calvi, C'est dans l'air, et présent sur France Inter. Spécialiste des populismes, il est l'auteur du concept intéressant de populisme patrimonial. Il constate que les classes populaires de souche européenne, en clair les Blancs, ne votent pas seulement en fonction de l'économie, mais aussi par attachement à des valeurs traditionnelles que le camp progressiste condamne. Une citation sur CNews, le 28 avril 2025, je cite « Si vous voulez, lorsque la violence se diffuse à ce point-là, lorsqu'il y a objectivement, je crois que ce n'est pas contestable, un délitement des figures qui sont chargées d'instituer l'ordre, il n'y a pas que la police, il n'y a pas que l'État. Il y a toute une série de figures qui font l'ordre social et l'ordre public. Il y a la famille, il y a l'école, il y a le respect des autorités. Ça fait un peu vieillot et ringard de dire ça. Je ne dis pas ça en ce sens-là. Mais il est certain qu'il faut que les individus que nous sommes soient arrêtés dans un élan de colère qui peut devenir un élan de violence. Il faut qu'ils soient arrêtés par une forme d'impossibilité interne, d'interdit, le sentiment que ça ne se fait pas ou j'ai quand même peur de me faire attraper. C'est-à-dire que nous sommes au bout de ce que peut faire un État libéral, démocratique, et que sa propre population est capable d'accepter. » Fin de citation. Une déclaration assez peu progressiste, qui constate l'épuisement du modèle libéral et un positionnement politique qui évolue. Camarades, encore un effort.